Bonjour à tous, soyez les bienvenus aux 200 ans du Figaro. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Guillaume Roquette, je dirige la rédaction du Figaro Magazine et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue avec ma consoeur Anne-Sophie Von Clerc, directrice adjointe du Figaro, en charge entre autres du luxe et de l'art de vivre, car c'est du luxe que nous allons parler ce matin pour ce premier rendez-vous, du lien très particulier qui lie les Français et l'univers du luxe. Et pour cela, nous avons réuni des experts absolument exceptionnels. Bonjour Anne-Sophie Pic. Bonjour. Vous êtes la femme chef la plus étoilée au monde. Merci. Vous avez 10 étoiles Michelin, 3 pour le restaurant historique, la Maison Pic à Valence, mais aussi une étoile pour votre restaurant parisien. Je regarde mes notes parce qu'il y en a tellement, je ne voudrais pas en oublier. 2 pour votre établissement de Lausanne, 1 pour votre restaurant de Dubaï, une étoile plutôt pour le restaurant de Hong Kong et 2 étoiles à Bangkok. Oui, les dernières sont à Bangkok. Elles viennent d'arriver. Cyril Vigneron, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des grands acteurs du monde du luxe, mais vous êtes aussi un expert reconnu de ce secteur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous présidez aujourd'hui Cartier Culture et Philanthropie et vous avez bien sûr été le président de Cartier International. Et puis bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Vous êtes aussi l'un des observateurs les plus clairvoyants de la société française à travers vos livres successifs et vos interventions bien sûr, notamment sur les plateaux de télévision. Et si vous le voulez bien, c'est avec vous qu'on va ouvrir cette session, puisque à l'occasion des 200 ans du Figaro, nous avons réalisé avec l'IFOP un sondage sur la perception qu'ont les Français du luxe, mais pas n'importe quel Français, les Français qui sont consommateurs de luxe. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, l'IFOP, à l'occasion de cette magnifique anniversaire, a réalisé une enquête auprès des acheteurs français de produits de luxe. Donc il s'agit de la joaillerie, de la maroquinerie, de l'horlogerie. Donc on a interrogé 400 personnes, 200 hommes, 200 femmes, au mois de décembre dernier. On leur a posé toute une série de questions sur leur rapport au luxe. On va présenter ici les résultats, donc je ne sais pas s'ils vont s'afficher normalement. Et quand on interroge ces acheteurs de luxe sur les ressorts qui les motivent dans leur achat, on voit d'abord qu'il y a une dimension hédoniste, se faire plaisir, qui sort très fortement. Une deuxième dimension qui est une dimension aussi patrimoniale, acheter un produit qu'on va pouvoir garder, conserver très longtemps. Donc il y a une dimension de long terme qui se dégage. Et on retrouve ensuite de nouveau le fait de se faire plaisir en s'offrant une expérience qui est unique. Vous voyez qu'en revanche, on n'est pas dans ce qu'on pourrait appeler une culture bling-bling du luxe, en tout cas pas en France, puisque ceux qui nous disent « cela permet de montrer ma réussite sociale », cet item n'est cité que 14% des répondants. On va le voir on va le voir sur la diapositive suivante. Quand on pose une autre question qui illustre le dernier propos que je viens de tenir, 53% des acheteurs de luxe français nous disent « moi je suis plutôt adepte d'un luxe discret et minimaliste », contre 47%, donc on est à 50-50, qui nous disent qu'ils sont plutôt sur quelque chose d'un peu original et un peu extravagant. Quand on compare les résultats, parce que l'IFOP a un département qui s'occupe de ces questions de luxe, quand on compare ces résultats avec d'autres enquêtes, on constate que la tendance à aller vers quelque chose de plus extravagant est une tendance qui progresse. Et la France, bien que cela progresse, est très en retrait par rapport à ce qu'on peut observer, par exemple, dans l'enquête qu'on a menée également aux États-Unis ou en Chine, où la proportion de ceux qui nous disent qu'ils sont adeptes de quelque chose d'assez extravagant quand ils achètent un produit de luxe va être facilement de 20 à 30 points supérieur à ce qu'on observe ici en France. Donc, si on voulait utiliser une formule, on est encore sur des relents du charme discret de la bourgeoisie, c'est-à-dire que le luxe à la française ne doit pas être trop extravagant. Autre question qu'on a posée à nos consommateurs, à nos acheteurs de produits de luxe, qu'on va voir sur la diapositive suivante, c'était de réfléchir au luxe
non plus comme un produit, et ne plus les placer en situation de consommateur, mais de les placer en situation de citoyen, de dire qu'est-ce que c'est pour vous que ce secteur économique. Et donc vous voyez que 90% d'entre eux nous disent que ce secteur contribue au rayonnement culturel et international de notre pays, dans les mêmes proportions que c'est un secteur économique de pointe, et ils sont tout à fait fondés à formuler ce jugement-là, puisque vous voyez que de manière discrète, mais toutes les grandes maisons de luxe françaises, chaque année, inaugurent, on ne parle pas d'usines dans ce secteur-là, on parle d'ateliers, on inaugure dans souvent des départements assez discrets de nouvelles unités de production, et aujourd'hui, toutes les maisons de luxe françaises constituent une part importante du tissu industriel français. 88%, on reviendra tout à l'heure, de nos acheteurs de luxe sont aussi attachés à la dimension art de vivre à la française. C'est une dimension importante pour eux. Néanmoins, une grande majorité d'entre eux, même s'ils ont des moyens assez substantiels, puisqu'ils peuvent se payer ce type de produit, bien ont constaté une hausse parfois assez significative des prix des articles de luxe ces dernières années. Et 63% aussi nous disent, là aussi on est plus sur des sujets sur lesquels on a l'habitude de débattre, cher Guillaume, que en France il n'est pas forcément bien vu de porter des articles de luxe. Donc là ça nous renvoie à des débats récents sur les signes extérieurs de richesse, la taxe sur les yachts, etc., etc. Donc on voit qu'on a toujours cet arrière-fond idéologique, et sociologiquement, cette question du luxe est intéressante en France, puisque on présente souvent le pays comme épris d'égalité, un pays très égalitariste, et en même temps, il y a une culture élitiste qui demeure assez ancrée, qui ne s'assume pas forcément, et donc toute cette contradiction se lie un peu dans le rapport qu'on va avoir au luxe. Donc si ces maisons de luxe sont parées de très nombreuses vertus, elles contribuent fortement au rayonnement du pays, elles jouent un rôle économique majeur, elles participent au maintien d'un art de vivre à la française. Vous vous souvenez que sous l'Ancien Régime, il y avait un adage qui disait « noblesse oblige ». Et donc, bien c'est aussi ça qu'on adresse comme recommandation ou comme exigence à ces grandes maisons qui sont très puissantes. On le voit sur la diapositive suivante, c'est-à-dire que non seulement il faut qu'elles fassent tout ça, mais en plus, on attend d'elles à 65% qu'elles aient un engagement sociétal affiché. Et c'est notamment en France que cette attente est forte, un peu plus que dans les autres pays. Donc la société évolue, et y compris dans son rapport au luxe. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'être dans l'excellence, il ne suffit pas d'être dans le rayonnement, il faut aussi avoir ce supplément d'âme, et c'est aussi parce qu'on sait que ces groupes sont très puissants qu'on attend beaucoup de leur part. Avant-dernière question, on a essayé là on va être dans une démarche un peu plus marketing. On a interrogé nos consommateurs et nos acheteurs de produits de luxe sur le fait de savoir comment se structuraient leurs choix et se faisaient leurs choix lors de leurs achats de produits de luxe. Et donc ce qu'on voit, c'est que ces marques de luxe sont d'abord elles-mêmes leurs propres médias. C'est-à-dire que c'est d'abord de par la très forte puissance de leur marque qu'elles sont capables de susciter de l'attachement avec leurs clients. Ça passe aussi par les médias. On nous parle beaucoup aujourd'hui d'influenceurs, de célébrités, réseaux sociaux. Donc c'est cité également, mais vous voyez que le cœur nucléaire, c'est quand même la marque elle-même qui est très très puissante. Dans d'autres études de marketing que l'IFOP peut mener, dans d'autres secteurs, on voit qu'il y a d'autres secteurs économiques où la marque est importante, mais assez rarement à un tel niveau. Et puis enfin, donc dernière question, qui nous avait été demandé d'ajouter dans ce questionnaire, pour un peu, puisqu'on voit que les médias sont quand même très prescripteurs de luxe, eh bien on voit que 48% de nos acheteurs de produits de luxe sont aussi des lecteurs réguliers ou occasionnels d'au moins un titre du groupe Le Figaro. Donc on voit la place qui est accordée à l'art de vivre et à ces marques et à ces maisons dans les pages de vos titres. Et parmi ces lecteurs, 92% estiment que les différents titres mettent correctement en valeur le luxe et l'art de vivre à la française, auquel ils sont, on l'a vu, très fortement attachés.
Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Merci. Je propose, avant de lancer le débat, de peut-être revenir quelques instants sur ce mot luxe qui a été prononcé depuis ce matin, galvaudé ou non. Peut-être qu'on peut s'interroger aussi sur l'utilité d'un produit de luxe qui est bien souvent par essence, par nature, pas utile. Donc de l'utilité d'un produit de luxe, je me tourne vers mon voisin Cyril Vigneron, qui a déjà souvent pris la parole à ce sujet. Vous, Cyril Vigneron, êtes un fervent défenseur du superflu, du nécessaire superflu. Voulez-vous développer, ne serait-ce que pour poser le débat au sujet de cette question du luxe, du produit de luxe utile, de son utilité? Merci Anne-Sophie. Donc effectivement, le luxe est très paradoxal, hein. Si l'on demande à cette audience de citer une marque de luxe, un produit de luxe, tout le monde va avoir quelque chose en tête, ou un restaurant de luxe, ou un hôtel de luxe. Donc c'est une notion universelle. Mais si on demande où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il finit, en fait, on ne sait pas très bien, parce qu'il n'y a pas de définition claire. Le luxe, c'est quelque chose de relatif et quelque chose de subjectif. Ce qui était très très luxueux avant est devenu partie du monde commun. Il y a longtemps, avoir une voiture était un luxe en tant que tel. Avoir un frigidaire à la maison était un luxe en tant que tel. L'eau chaude était un luxe. Avoir 3 repas par jour était un luxe. Et maintenant, c'est partie de la vie quotidienne. Donc le luxe évolue dans une vision sociétale et personnelle. Donc une définition qui est toujours juste, c'est le luxe commence là où la nécessité s'arrête. Donc le luxe est au-delà de l'utile. Mais est-ce que l'inutile est utile? Eh bien en fait, l'inutile est très utile. C'est pour cela qu'on parle d'un oxymore, qu'il est nécessaire superflu. Puisque l'utile ne rend pas heureux. Tout ce qui est utile, les shampoings et les métros, ça rend rarement heureux. Ça rend souvent aigri et malheureux parce que ça ne marche pas bien. Mais quand ça marche, c'est normal. Quand ça ne marche pas, ça rend malheureux. Mais qu'est-ce qui nous rend heureux? Ce qui nous rend heureux avant tout, c'est l'amour. C'est l'art. La beauté. La beauté, le sport. On est très heureux quand une équipe qui court sur un terrain va marquer des buts, ou quand les Jeux Olympiques se déroulent et que tout le monde est tout le temps enthousiaste et que même pendant 3 semaines, la Terre entière s'arrête d'être violente pour regarder des choses qui courent, qui jouent avec des balles. Et c'est vraiment pas très utile non plus, mais ça rend heureux. Donc ce qui rend heureux, surtout, c'est l'amour, la beauté. Et du coup, le luxe a une partie importante d'être dans ce monde du nécessaire superflu qui n'est pas utile, mais qui nous rend heureux. Et alors, on a évoqué ça plus tôt, l'étude de Jérôme Fourquet l'a bien montré, un luxe ostentatoire ou plutôt plus discret aujourd'hui, quelle est la tendance? Alors, il y a 30 ans, le luxe était discret et n'était pas du tout bien vu. Il y avait des impôts sur les signes extérieurs de richesse, il y avait des tensions très fortes culturelles. Et donc le luxe devait être discret. En 30 ans, il est devenu plus décomplexé puisque tout le monde vit avec, que le luxe est dans la rue. Les rues importantes comme les Champs-Élysées ont des boutiques de luxe qui sont là, qui sont présentes. Et le luxe aussi représente l'image des pays de la France, de l'Italie, de la Suisse très fortement. Le luxe est le seul secteur qui n'a jamais été subventionné pour des raisons compréhensibles et qui a contribué le plus à l'image du pays. C'est un peu ironique, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Donc le luxe est décomplexé, mais il reste quand même discret. Surtout dans des pays où il y a des tensions sociales fortes, où la pauvreté est présente, et dans un pays où l'égalité est une valeur, l'inégalité est toujours une tension difficile. Donc le luxe peut être perçu comme le symbole de l'inégalité. Plus on est dans des pays qui ont des problèmes de croissance différents, plus on est aux États-Unis, à Dubaï ou en Chine, plus le luxe est exubérant, plus on est en Europe, plus il a une obligation de réserve et de discrétion parce que les tensions sociales sont là. Donc il est plus décomplexé qu'avant, mais il est quand même dans une obligation de réserve, de discrétion et de contribution sociale. Mais dans un monde de plus en plus inégalitaire, clivé, le monde tendu qu'on connaît aujourd'hui, une majorité des sondés en France estiment qu'une marque de luxe doit avoir un engagement sociétal fort. Donc, convenez-vous que s'il progresse, ce luxe, c'est-à-dire s'il devient le symptôme vertueux d'une richesse globale, il se doit d'être de plus en plus responsable, vertueux, engagé? Je peux vous poser la question à tous les deux. Commencer d'abord en disant que
peut y avoir une perception que le luxe est lié aux inégalités, qu'en fait c'est une activité des personnes riches. Le luxe se développe dans le monde par la croissance de la richesse. Le luxe a connu son succès parce que l'ensemble de la richesse du monde a énormément progressé, que des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté pour avoir les moyens de s'offrir des choses qui leur font plaisir. Au Moyen-Orient, en Chine, après avoir été au Japon, en Corée, maintenant en Thaïlande. Donc le luxe progresse quand la richesse du monde progresse. Donc le luxe est un symptôme de la croissance de la richesse du monde, pas de l'inégalité. Des pays comme le Japon, qui n'étaient pas inégalitaires, ont énormément progressé en luxe aussi. Mais en revanche, ce qui progresse, c'est les valeurs plutôt américaines, de dire s'il y a un point sur lequel un secteur est prospère, ou des individus sont prospères, ils ont une obligation de rendre à la société ce qu'elle leur a fourni. Donc le luxe, étant un secteur visible et prospère, a une obligation encore plus forte dans sa responsabilité morale d'avoir un engagement sociétal fort dans différents domaines. Mais je laisse Anne-Sophie en parler. Oui, moi ce qui m'inquiète, c'est que je ne voudrais pas que bien manger devienne un luxe. Et je défends le fait que bien manger ne doit pas être un luxe. Pour autant, c'est vrai qu'on a, nous, restaurateurs, chefs, cet engagement fort sociétal qui est celui de défendre l'agriculture, d'acheter au bon prix et de la mettre aussi en valeur. Pendant la période du Covid, on a bien vu certains de nos artisans n'arrivaient plus à vendre parce qu'ils produisaient aussi spécifiquement pour une gastronomie du mini-légumes, des variétés particulières qui n'étaient pas forcément diffusées à tout le monde ou qui sont un peu, voilà, qui sont peut-être l'adage des restaurants. C'est aussi notre devoir aussi de pouvoir garder aussi en tête ces variétés d'agriculture, retrouver des variétés anciennes, les refaire connaître. C'est aussi une préservation du patrimoine qu'on doit engager, nous, au niveau du restaurant. Est-ce que c'est ça aussi devenu le vrai luxe, de participer à cette histoire et d'être cette conservation finalement de variétés? C'est aussi un peu ça qui est notre devoir. Après, le luxe, c'est aussi une forme de liberté pour moi, c'est s'autoriser à se faire plaisir. Mais le luxe, oui, le luxe ostentatoire, c'est pas le luxe que nous, restaurants, on a envie de créer. C'est un luxe discret, c'est un luxe qui crée de l'émotion. C'est quelque chose qui va toucher, emmener. Et c'est très sensible, en fait, le luxe au restaurant. Je trouve que c'est quelque chose qui engage beaucoup parce que ça va au-delà de l'attente du client. Donc, c'est une histoire qu'on raconte, c'est un voyage qu'on crée. Jérôme Fourquet, est-ce que cette évolution du rapport des Français au luxe, elle est représentative de la façon dont se transforme la société française, notamment en devenant peut-être plus hédoniste et en ayant un rapport à la réussite et aux signes de réussite un peu plus décomplexé? Alors il y a deux dimensions. La dimension hédoniste, assurément, vous voyez que se faire plaisir, s'offrir des émotions, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très important. Alors certains peuvent se le procurer par des achats ou des expériences de luxe, d'autres par d'autres types d'activités. Ensuite, sur la question de la réconciliation avec la réussite, je serais un peu plus mitigé, un peu plus prudent. Je ne sais pas si on dépasse du cadre de ce débat, mais c'était un des objectifs d'Emmanuel Macron quand il arrive au pouvoir en 2017, en disant justement on va avoir une vision, j'aspire à ce que la société française ait une vision qui soit un peu plus américaine, où quand on voit des gens qui sont riches ou qui ont des signes ostentatoires de richesse, eh bien ce soit plus l'envie qui prédomine, mais la capacité de pouvoir se projeter en eux-mêmes. Force est de constater qu'au bout de 8 ans, le fonds culturel français, de ce point de vue-là, n'a pas forcément fondamentalement évolué. C'est pour ça que je dis qu'il y a un paradoxe, il y a une relation très ambiguë de nos concitoyens au luxe. Ils savent tout ce qu'ils doivent à ces entreprises. Beaucoup de gens dans de nombreux départements français travaillent soit directement, soit indirectement en tant que sous-traitants. On voit l'apport économique, mais la dimension idéologique reste toujours assez controversée, je vais dire. Je peux commenter ? Bien sûr. Ce rapport à l'engagement sociétal a justement changé, et ce qui en grande partie était un facteur très différent d'image. Il y a 40 ans, quand Cartier a créé la Fondation pour l'art contemporain, c'était pas très bien vu. Parce que la culture était un domaine qui est un domaine réservé, sanctuarisé de l'État,
et après porté aussi par la presse d'une manière. Et on ne mélangeait pas du tout les départements culture, les départements économiques et les départements politiques. C'est-à-dire le Figaro a toujours 3 cahiers très différents qui sont sensibles de cette sensibilité-là. 30 ans plus tard, c'est plus du tout un problème, voire au contraire, c'est encouragé. Donc la manière pour le luxe d'avoir justement un côté paradoxal, d'être inclusif tout en étant exclusif, et justement d'ouvrir à tous des expériences comme celles que l'on peut donner dans la Fondation pour l'art contemporain. Lorsque l'on a fait l'exposition Quartier des arts de l'islam au musée des arts décoratifs, il y a eu plus de 200 000 visiteurs. L'exposition de Dior a eu 700 000 visiteurs. L'exposition que l'on a pu faire au Louvre Abu Dhabi aussi était un grand succès. Et dans ce cas-là, tout le monde est invité. Donc on peut dire, on peut venir apprécier le luxe sans devoir forcément se l'offrir, comme on peut vouloir apprécier Chagall et le voir dans un musée ou le voir à l'Opéra de Paris, sans avoir forcément besoin de vouloir acheter la coupole du Palais Garnier. Les journées particulières ont un énorme succès. C'est ouvert à tout le monde. Du groupe LVMH. Du groupe LVMH. Donc effectivement, le comité Colbert, avec les 2 mains du luxe, a fait une exposition au Grand Palais qui a eu un énorme succès. Donc le fait d'ouvrir le point de dire venez voir ce que sont le travail des artisans, venez voir ce que le luxe proposait, venez voir ce qu'il a fait de manière formidable depuis des dizaines d'années, eh bien une façon effectivement d'ouvrir le luxe à ce domaine sociétal et de réconcilier ce parti d'exclusivité sans être perçu comme excluant, sans être perçu comme juste pour quelques-uns. Il y a peut-être un point qu'on pourrait aborder maintenant, c'est la suite logique de ce qui vient d'être dit. Le point caractéristique de cette catégorie de produits de luxe, c'est l'universalisation des propositions, qu'il s'agisse d'expériences ou de produits. Observez-vous, Anne-Sophie Pic, Cyril, l'émergence, la confirmation, la croissance d'une communauté ce qu'on pourrait appeler une communauté de clients sans frontières? Oui, bien sûr. Plus, c'est vrai, notre maison se développe, plus j'observe beaucoup et je m'interroge beaucoup quand on ouvre un restaurant à l'étranger du positionnement de ce restaurant. Bien sûr, c'est l'humain qui passe par cette expérience-là, c'est-à-dire quelles sont les ressources, quels sont les produits aussi que je vais utiliser, donc une vraie recherche du lieu et des produits que je vais pouvoir utiliser, parce que j'ai besoin de cet ancrage aussi, et ce lien au pays. Mais évidemment que ces clients sont les mêmes, on les retrouve. Moi, j'ai ouvert récemment donc un restaurant Monsieur Dior à Beijing, et j'ai des clients qui sont venus ensuite à Paris, ou à Bangkok, c'est trouvé aussi le cas de clients qui m'ont dit mais on va aller à Paris dans 3 semaines. Donc oui, il y a une communauté qui voyage dans nos restaurants et auquel on apporte une attention toute particulière, parce qu'ils doivent vivre une expérience finalement qui soit singulière à chaque fois et pas la même. Donc évidemment, c'est aussi dans ma proposition de carte et de menu et créative de ne pas avoir les mêmes plats. Mais évidemment que nos clients, qu'est-ce qu'ils réclament quand ils sont à l'étranger? Ils veulent Valence, en fait. Ils veulent la qualité du 3 étoiles. Le restaurant, pour ceux qui ne connaissent pas. Quand j'ai ouvert en Hong Kong, c'est ce qu'ils me demandaient. On veut les plats de Valence, on veut la qualité de Valence. Donc c'est quelque chose dont je me suis aperçue plus récemment. Après, j'ai vraiment cet ancrage nécessaire avec le pays. C'est comme une nécessité pour moi de rendre hommage au pays dans lequel on va œuvrer, de se dire on a besoin de la ressource humaine, parce qu'on travaille avec des équipes qui sont très mixées aussi, et c'est une vraie richesse. Hein. Même à Valence, j'ai besoin d'avoir ces équipes qui parlent toutes français, parce que c'est la langue bien sûr du pays, mais on a multiples expériences et des gens qui viennent des 4 coins du monde, et ça, je trouve que c'est génial. Mais l'une des vertus magnifiques de cet univers de luxe que nous évoquons depuis tout à l'heure, c'est précisément la mise en valeur de métiers d'art, d'artisanat, qu'il s'agisse des petites mains dans les maisons de couture ou des artisans dans toute leur diversité. Chez vous, ça va du pâtissier, du boulanger Bien sûr. Les métiers sont innombrables dans votre propre... C'est assez génial, parce que notre métier, c'est à la fois... pour l'expérience client, l'éveil de tous les sens. C'est les 5 sens en éveil tout le temps. Et c'est aussi une multitude de métiers dans le métier.
Et c'est ça qui est fabuleux, c'est que quelqu'un qui arrive chez nous, il va apprendre le pain, il va apprendre le chocolat, il va apprendre la cuisine, mais il va apprendre plein d'autres choses. Il y a la sommellerie plurielle aujourd'hui avec la mixologie. Je crois que depuis 30 ans que je suis dans ce métier, ça n'a jamais été aussi euphorisant, on va dire, parce que tout circule beaucoup plus aussi entre les différents départements, tout est beaucoup plus ouvert. Et c'est aussi une réalité dans les arts en général, dans les artisans en général. On parle du vin, on parle du parfum, on parle de la cuisine, tout ça est assez ensemble, travaille ensemble. La recherche d'émotions est assez commune dans tous ces domaines. Cyril Vigneron, la nécessité de la transmission de ces savoir-faire, c'est indispensable. Et c'est l'une des vertus de ces métiers du luxe, que ce soit l'horlogerie, la haute joaillerie que vous connaissez bien, la nécessité de faire perdurer. On peut penser à l'école des arts joailliers de la maison Van Cleef. Tout ça, ça participe quand même de l'aspect vertueux de la chose. Oui, mais Mais je vais faire une digression et qui parle de la précédente question. Désolé. Donc en fait, parler de l'universalisation du luxe, et ça a été un point très fort des 20 dernières années, d'avoir effectivement des marques très fortes qui se sont, on peut dire, répandues, déployées. Dans une première phase, c'était on réplique et donner effectivement des points. Toutes les boutiques du monde étaient toutes pareilles, avec un sentiment aussi que tous les clients du monde sont tous les mêmes. Et cette partie-là est terminée avec une vision, pour dire, à la fois convergente et divergente. C'est-à-dire qu'il y a une partie de clientèle du monde qui vit de la même manière partout. Donc on va trouver des personnes qui se comportent de manière très similaire à Paris, à Londres, à New York, à Los Angeles, à Bangkok, etc. Et ceux-là, effectivement, ont un univers de référence qui est, pour certes, dans l'ubiquité et universel. Mais c'est en même temps un monde qui est le sien. C'est-à-dire, les personnes vont être peut-être plus au courant à Paris de ce qui se passe à Londres, dans la mode ou dans le luxe ou autre, que de ce qui se passe à Lyon ou à Toulouse. Donc on voit en France même une divergence entre ce qui est, la France internationale, pas uniquement Paris, mais la France internationale et la France locale. Mais c'est la même chose en Italie, c'est la même chose en Allemagne. On a en fait plus de convergence de la clientèle internationale qui se ressemble par rapport à une clientèle qui restait plus dans des modes de vie de la génération précédente et que l'on trouve partout en Europe. Et ça, c'est une partie différente. L'autre partie qui est différente est qu'effectivement, les maisons ont fait comme Anne-Sophie, de dire pas seulement j'ouvre le même restaurant que celui de Paris, mais je m'inspire de mes mêmes valeurs pour faire quelque chose de différent sur place. Ce que nous avons fait avec notre réseau de boutiques, de les ancrer localement, avec de l'artisanat local. Et si nous défendons le savoir-faire, il faut le défendre aussi localement. Et comme tu aurais pu le voir sur la boutique de la rue de la Paix, on fait appel à beaucoup d'artisans pour la décorer. C'est une célébration de l'artisanat local. Mais on l'a fait aussi à Séoul, on l'a fait aussi à Tokyo. Donc cet ancrage local est important parce qu'on trouve aussi une divergence des clientèles. Donc le luxe doit être transmis, mais il doit aussi se transformer. La tradition devient vite poussiéreuse si elle n'est pas vivante. Et le Figaro est bien là pour le montrer. Pour que rester 200 ans au goût du jour, ça demande beaucoup d'efforts de tout votre respect. Oui. Sinon, on devient vite poussiéreux. Les médias peuvent devenir poussiéreux. Le Figaro ne l'est pas parce qu'il sait vivre avec son temps. Et il faut du coup aussi savoir que les comportements changent, que les normes sociales changent et que la tradition n'est rien si elle ne parle pas à ceux d'aujourd'hui. Et une partie du problème du luxe et de sa fatigue, c'est de n'être que dans la transmission et pas assez dans la transformation sociétale. Il se passe des choses sur la représentation de l'humain pour lequel le luxe est important parce que c'est une façon d'aspiration et d'identité qu'une partie ne peut pas voir. Et il faut le voir. On peut dire la même chose. Une partie des médias n'ont pas compris les transformations du monde. N'est-ce pas ? Qu'en pensez-vous? Écoutez, on essaye de les comprendre et de les vivre parce qu'elles nous passionnent. Jérôme Fourquet, votre institut travaille pour toutes les grandes marques mondiales. Est-ce que vous voyez une approche spécifique du secteur du luxe à cette universalisation des expériences dont on parle? Alors déjà, un des avantages de ces grandes maisons françaises, c'est qu'on n'a plus tellement de secteurs exportateurs en France. Et là, ces maisons de luxe, elles ont encore la capacité à se projeter. Donc elles sont rentrées
depuis longtemps dans le grand bain de la globalisation, avec quand même des racines qui restent très françaises, puisque bon, on est ici à Paris, et vous voyez que sur des flacons de parfum, à chaque fois il faut mettre Paris. Vous mettez Paris, vous mettez Provence, c'est connu dans le monde entier. Donc il y a cette capacité à se projeter, à jouer les grands vents de la mondialisation, mais aussi avec un ancrage dans l'imaginaire collectif, alors plus ou moins fantasmé, mais quand une japonaise ou un chinois vont acheter un carré de soie, c'est un petit morceau de la France qu'ils s'offrent. Quand on va acheter une bouteille, et donc c'est cette capacité à vendre aussi en partie cet imaginaire français. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez sur cette population mondialisée qui aujourd'hui a des valeurs communes, quel que soit son lieu de résidence. Ça a très bien été théorisé par un essayiste britannique qui s'appelle David Goodhart et qui a parlé des somewhere et des anywhere. En disant il y a les somewhere, c'est ceux qui vivent quelque part, qui sont assez ancrés, donc souvent en province, qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études. Et puis il y a les anywhere, c'est ceux qui sont de partout et qui, comme vous le disiez, sont aussi à l'aise à Milan qu'à Singapour ou ailleurs. Et donc, typiquement, si on prenait le département de la Drôme qui vous est cher, on a toute une partie de cette Drôme qui va être très somewhere. Moi, j'avais été très frappé, par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, où les gens avaient marqué le numéro de leur département sur le dossard. Parce que moi, je suis du 26, je suis du 2-6, etc. Et on avait toute une autre partie de la population qui, elle, projetait son prochain week-end à Los Angeles. Et donc, on voit qu'il y a une différence culturelle qui s'est considérablement creusée, notamment aussi dans les jeunes générations, avec des jeunes publics qui, dans leurs études supérieures, maintenant, vont, dans les cursus sélectifs, faire une année de césure. Et donc, ils vont tous acquérir cette espèce d'ADN internationalisé. Ils vont se faire des amis qui viennent des quatre coins du monde. Et historiquement, quand on faisait des études supérieures et qu'on venait de la Sarthe ou de la Drôme, on allait soit à Lyon, soit à Paris, on montait. Bon, mais la différence était une différence de degré, pas de nature. Aujourd'hui, c'est une différence qui est totalement accentuée avec une partie de la population qui s'est mondialisée. Et les codes du luxe participent aussi à ça. Mais ce qui est assez fort, c'est que même chez nos somewhere, et ce partout dans le monde, vous voyez que les marques de luxe sont tellement puissantes qu'elles peuvent aussi être appropriées par des individus qui sont restés très ancrés dans leur territoire. Et on voit aussi quand même, notamment dans les jeunes générations, le poids des réseaux sociaux dans la diffusion de ces imaginaires. Alors, je ne sais pas si on a le droit de parler de ça, mais regardez l'expérience qui s'est produite avec le chocolat de Dubaï, par exemple, sur un truc qui est sorti comme ça de nulle part. Et donc, ça a été un succès planétaire. Et donc, on voit comment les choses se transforment très, très rapidement via les réseaux sociaux avec cette capacité à hybrider. Qui nous aurait dit que Dubaï serait une référence en matière de chocolat? C'était quand même pas écrit sur la feuille de match. Et c'est quand même ça qui s'est produit. Donc, c'est aussi une nécessité pour tous les acteurs d'être en veille permanente. Ou le phénomène la boubou. Voilà. Et la boubou. Ah oui, dans le domaine de la... Ils sont venus de nulle part. Alors, racontez-nous pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, alors moi j'ai toujours essayé d'avoir une vision par rapport à la tendance qui soit un pas de recul, parce que on parle du temps long aujourd'hui, on est sur l'anniversaire des 200 ans du Figaro, et nous on est aussi une maison, la maison Pic, qui a travaillé sur le temps long. Je représente la 4e génération, et c'est vrai que je trouve que le temps long il permet aussi le rapport par rapport à la tendance, il faut la regarder, elle peut être amusante, elle peut être drôle, elle peut faire sourire. D'ailleurs, c'est ce que ça nous procure aujourd'hui. Elle est aussi économique, par contre, donc elle nous fait sourire, mais elle a une puissance économique. Mais malgré tout, il faut toujours faire attention à ça, parce que les modes viennent, reviennent, les cycles s'opèrent. Donc il faut rester ancré. Moi, j'ai toujours considéré que la cuisine que je faisais, c'était le temps long. C'était le temps long. Plus difficile, c'est l'aventure qui dure. C'est le Michelin qui dit ça, mais...
Cyril, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, Jérôme interrogeait Cyril sur le phénomène la boubou, mais c'est peut-être trop, trop anecdotique. Une anecdote, mais de dire effectivement Mais c'est très révélateur. qu'un phénomène qui peut naître de nulle part, en fait, devient un phénomène mondial très vite, sans être forcément promu de manière volontaire par une marque, relayée par des médias. Donc ça, c'est un élément nouveau. Autre élément nouveau, des célébrités en tant que telles, sur leur nom, lancent une marque qui devient immédiatement une valorisation énorme. Dans les cosmétiques, dans la mode, dans les textiles, ça ne se voyait pas. Les personnes deviennent une marque en tant que telle. On va dans le showbiz, des personnes sont devenues des marques formidables, incroyables, qui attirent des millions de personnes pour leurs concerts et dans lequel c'est pas seulement qu'elles sont suivies par beaucoup de monde. Leur pouvoir d'influence est plus grand que la plupart des marques, voire de certains pays en termes d'influence. Donc il y a une évolution du domaine, effectivement, de l'influence, de la célébrité et de ce qui est attendu pour pouvoir être légitime pour créer une marque de luxe dans un temps très court. S'inscriveront-elles dans le temps long? Tout est la question. Alors on ne sait pas dans le temps long ce qu'elles vont devenir. Exactement. Il y a effectivement des périodes où la gloire, quelque part, disparaît très vite dans tous les domaines. Donc on ne sait pas dans le temps long. Mais en tout cas, c'est une émergence dans un temps très court qui est nouvelle. Mais la tendance des ingrédients est une réalité. Hein. On peut parler aussi du matcha. Par exemple, aujourd'hui, le matcha, c'est une... Moi, je travaille le matcha depuis 15 ans. Je disais, c'est tellement pénurie discret. de matcha. Pénurie de matcha. Et enfin, des fois, quelque part, c'est un peu inquiétant parce que, voilà, et en même temps, donc, on peut parler aussi du locavorisme. Après, on peut parler de plein de choses par rapport à ça. Mais en fait, voilà, il faut ces tendances-là. Alors, il y a certaines maisons qui ne travaillent plus. Il faut pas que le matcha devienne industriel pour satisfaire le plus grand nombre. Il faut qu'il reste peut-être un ingrédient de luxe. Le matcha, c'est cette poudre de thé vert voilà, très amère et qui est quand même à la mode depuis 5 ans, 5-6 ans. Oui, enfin, moi, ça fait 15 ans que je travaille. La cuisine japonaise est devenue maintenant à la mode depuis 20 ans. Bien sûr. Mais le matcha en particulier, c'est très récent. Donc l'artisanat doit être respecté, ça doit être quelque chose. C'est pour ça que l'offre et la demande, c'est aussi très intriguant. On ne peut pas tout avoir tout le temps. Donc il faut aussi respecter le temps de la production, le temps des artisans. Parce que pour le temps long et dans un domaine qui n'est pas très loin du vôtre, il y a 30 ans, le champagne n'était pas du tout présent au Japon. Parce que le japonais masculin aimait plutôt le saké, la bière et le cognac. Avec une évolution à la fois sociétale et fiscale ou autre, il y a un changement très fort et le champagne est devenu une boisson féminine. C'est le seul endroit où le champagne est bu de manière dominante par les femmes. Et depuis 20 ans maintenant aussi, le whisky japonais est devenu très à la mode partout. Il n'était pas. Et dans un temps long. Donc on voit des changements dans les attitudes, dans les préférences, qui sont soit sociétales, soit personnelles dans les goûts, dans lesquels il faut être conscient que le temps long peut avoir aussi des vagues très longues qui font évoluer les choses. Donc ne jamais être uniquement dans la transmission ou le point de dire on est très bien dans notre confort. Je pense qu'on peut aussi faire une petite... évoquer combien tout ce que nous évoquons depuis ce matin est tout sauf futilité. On a parlé de cette notion de luxe. Le luxe et la mode, c'est comme la France est le premier acteur mondial dans ce domaine, et de l'importance de cette filière en France. Peut-être Jérôme Pourquet, vous pourrez... mais c'est une industrie qui génère des centaines de milliers d'emplois, qui génère plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires direct. On parle quand même d'une filière extrêmement conséquente pour notre pays. Et c'est une fierté. Anne-Sophie Pic est une incarnation de ce luxe français, dont l'attractivité... Comment voyez-vous son attractivité évoluer aujourd'hui ? Alors, comme ça a été dit, il y a des métiers qui sont très différents dans toutes vos maisons. Donc je pense que la variété des métiers est un facteur d'attractivité. La réputation des maisons et des marques pour des jeunes qui s'engagent en disant c'est quand même autre chose de rentrer à la maison Pic dans d'autres chaînes de restauration qu'on ne citera pas. Les niveaux de rémunération, parce que c'est ça aussi qui va contribuer à l'attractivité, et puis aussi la capacité à se projeter. Est-ce qu'on peut faire carrière dans cette maison ? Est-ce qu'on peut progresser ?
Et donc moi j'insiste beaucoup sur, je vous rejoins sur cette dimension de temps long. Alors c'est le 200e anniversaire du Figaro, mais on voit qu'on est aujourd'hui dans un monde qui est très court-termiste. On est sur des résultats trimestriels. On est sur des bilans qui doivent toujours aller plus vite. Et donc là, on se dit, il y a des maisons qui sont là depuis très longtemps, qui seront là demain, alors parce qu'elles ont su se réinventer. Mais je pense que pour pas mal de jeunes et de moins jeunes, ça peut être aussi quelque chose de très attirant de se dire, moi j'ai besoin de stabilité, on sait où on va, on fait partie d'un collectif, c'est valorisé. Quand je dis autour de moi que je travaille dans cette maison, bah, tout le monde connaît, j'ai pas eu besoin d'épiloguer là-dessus. Donc pour recruter, je pense que c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup de secteurs qui sont plus en difficulté que les vôtres. Maintenant, peut-être deux points plus généraux. Il y a quand même la question de la formation. Et donc on voit que compte tenu des niveaux d'exigence qui sont demandés dans vos maisons, souvent ces maisons décident de réaliser elles-mêmes les cycles de formation, les parcours de prévention, en disant la formation initiale étant ce qu'elle est, nous on doit, c'est aussi l'engagement sociétal, on doit nous-mêmes former nos recrues. Et puis le deuxième point sur lequel on pourrait s'interroger, c'est de se dire si ces groupes de luxe pèsent d'un poids aussi fort dans notre économie, regardez le poids dans le CAC 40 des maisons de luxe, hein, c'est quand même assez spectaculaire. Ça interroge aussi sur notre modèle économique global. C'est-à-dire que les seuls qui s'en sortent aujourd'hui sont ceux qui ont des niveaux de marge relativement substantiels pour pouvoir continuer de faire la course dans la compétition mondiale, parce que compte tenu du poids réglementaire en France, de la fiscalité et de toute une série d'entraves, on a toute une série de secteurs économiques ou d'acteurs économiques qui ne sont plus en capacité de jouer dans la cour des grands. Et donc c'est quand même un signe qui devrait nous alerter en disant pourquoi se fait-il qu'il n'y a que ça aujourd'hui qui surnage. C'est parce que le reste, on l'a un peu laissé à l'abandon. Et moi, je suis très marqué, par exemple, comment, si on compare, alors je ne suis pas spécialiste, mais la France et l'Italie, deux grands pays de gastronomie, comment la haute gastronomie française s'exporte très bien, mais comment les Italiens, sur le secteur de la gastronomie, comme dans beaucoup d'autres secteurs économiques, sur le milieu de gamme, nous ont taillé des croupières de manière spectaculaire. Et donc là, on a à la fois notre question de compétitivité économique, et puis je reviens aussi à un vieux fonds culturel français, c'est-à-dire qu'on est à la fois un pays égalitaire et très élitiste. Et on n'est pas dans le milieu de gamme, vous voyez. Et donc, beaucoup d'autres pays, eux, ont su... vous allez dans beaucoup d'endroits dans le monde, il y a des pizzas, il y a des restaurants italiens partout. Il n'y a pas beaucoup de restaurants français, je vais dire standards ou classiques. Par contre, il va y avoir ces vénérables maisons qui font rayonner une excellence à la française. Unique au monde. Oui, alors c'est aussi la cuisine française, c'est aussi beaucoup l'utilisation de produits nobles, hein, quand même malgré tout. Mais il y a aussi le pot-au-feu, il y a aussi des produits, des plats plus faciles d'accès. Et la cuisine française est multiple. Mais alors les bistrots se développent aussi quand même. Enfin, la cuisine de bistrot française a eu son heure de gloire. Elle l'a toujours encore. Mais c'est vrai que c'est la haute gastronomie aujourd'hui qui est le plus demandée dans le monde. Ça, je m'en rends compte, c'est vrai. Alors nous, on cherche aussi d'avoir de créer des modèles de gastronomie plus abordables. On y a beaucoup travaillé dessus et on continue. C'est quelque chose qui nous obsède parce que, bien évidemment, on a ce constat aussi de voir que finalement la cuisine italienne, parce que c'est une cuisine qui est faite aussi de produits plus simples et plus abordables, se développe beaucoup plus. La cuisine française est une cuisine carnée aussi, une cuisine... donc voilà, c'est un peu, pour ça c'est un petit peu différent aussi, et ça crée mais la cuisine italienne, oui, de par le monde se développe beaucoup plus. Plus globalement, le dans luxe abordable, est-ce une tendance que vous observez, Cyril Vigneron? Comme la notion évoquée avant, qui est une notion très relative, il faut faire attention à ne pas avoir un jugement de valeur. Donc le luxe est une façon personnelle de se dire ça c'est un produit aspirationnel pour moi, et ce qui est aspirationnel pour les uns, effectivement, de dire qui peut y paraître c'est aspirationnel et en même temps suffisamment abordable pour pouvoir se l'offrir. Si c'est une chose dont c'est aspirationnel et c'est jamais pour moi, ou ça ne le sera jamais, c'est un problème. Donc le luxe, de cette manière, par rapport au niveau de vie mondial, est beaucoup plus abordable maintenant qu'il ne l'était il y a 30 ans, par rapport au niveau de vie moyen. C'est aussi pour cela que le luxe s'est développé énormément,
qu'il s'est démocratisé parce que le niveau de vie est monté. Donc le luxe d'aujourd'hui est beaucoup plus abordable qu'il ne l'était. Et je ne veux pas vous laisser dire que la France n'est pas forcément bonne dans le moyen de gamme, parce qu'il y a énormément de marques qui sont développées dans le moyen de gamme avec beaucoup de succès. Elle ne sait pas forcément l'exporter. Donc c'est autre chose. Ah oui, mais bon, il y a un petit sujet quand même. Hein. Oui, mais c'est pas le même. C'est pas que la France n'est pas bonne pour. Hein. C'est qu'elle ne sait pas forcément comment le mettre en scène ou comment le promouvoir. La France a très 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 bien développé le champagne de manière collective. Le champagne français, à qualité égale, se vend beaucoup plus cher que la Franciacorta italienne, qui n'a pas su s'organiser. Regardez le Prosecco qui... Et il y a des Prosecco, je dirais, par rapport à certains champagnes, même de marque française, je préfère du Ca del Bosco, la Bella Vista, mais pas pour d'autres, c'est incomparable. Il y a effectivement, dans le très haut de gamme, le champagne français est incomparable, mais dans le champagne d'entrée de gamme, il se vend beaucoup mieux que d'autres. Donc il y a une partie, effectivement, sur lesquelles le luxe ou les maisons font des efforts dans un luxe abordable ou plus haut, et d'autres pour lesquelles elles n'en font pas, et d'autres pour lesquelles elles pensent que ça continuera d'aller comme avant, sans voir que non seulement la cuisine italienne dans le milieu de gamme, mais la cuisine japonaise, le street food japonais est partout. Dans la culture, les mangas japonais sont partout. Ça ne l'était pas avant. La France est le deuxième pays au monde en nombre de mangas vendus après le Japon. Dont un manga très célèbre s'appelle Les Gouttes de Dieu, qui est un manga sur le vin, et qui est formidable. Best-seller absolu. Best-seller absolu, y compris en France. Donc il peut y avoir des voies différentes pour tirer des fils qui sont tout à fait intéressants. Mais je vous rejoins sur le fait qu'il y a une partie du patrimoine français que la France ne sait pas promouvoir, qu'elle ne le regarde pas et dont elle n'a pas conscience. Et c'est dommage. Est-ce qu'on dirait un mot sur le rôle des médias dans ce rayonnement français du monde du luxe? Le Figaro, j'ai envie de vous interroger à ce stade tous les trois. Est-ce un acteur singulier à vos yeux? Est-ce une sorte d'influenceur à sa manière? Comment voyez-vous les choses? Comment avez-vous vu aussi, perçu au fil des années, l'évolution de ce rôle qui est le nôtre, notamment dans la transmission des connaissances de cet univers? Alors, on a dit tout à l'heure que ces maisons étaient extrêmement connues par tout le monde, mais on connaît souvent quelques produits emblématiques, iconiques, mais pas forcément tout le process de fabrication. La diversité des métiers, je pense que le rôle d'un média comme le vôtre, c'est aussi de rentrer dans les coulisses, dans les ateliers, dans les cuisines, et de donner envie à des jeunes de s'engager dans ces métiers-là, mais aussi rendre quelque part les Français assez fiers en disant il y a plein de talents magnifiques ici en France, et on a des choses incroyables qui sont accomplies tous les jours. Pas uniquement dans les métropoles clinquantes, mais parfois dans des petites bourgades ou dans des ateliers, dans des fromageries, etc. On a des gens qui sont complètement passionnés, qui transmettent, qui forment, qui exportent. Hein, vous voyez, et donc c'est un journal, c'est aussi raconter des histoires. C'est pas raconter des salades, c'est raconter des histoires. Et donc raconter des histoires, bah, je pense que les marques, les maisons de luxe sont un formidable sujet de production d'histoires à raconter, des belles histoires qui rendent les Français fiers et peut-être parfois heureux. Et donc je pense que c'est la fonction première d'un titre comme le vôtre dans son rapport au luxe, c'est de montrer à la fois la contribution générale et puis toute la diversité, faire rentrer dans les coulisses encore une fois. Je vais rebondir, parce que vous avez utilisé plusieurs mots qui, je pense, ne caractérisent plus le Figaro maintenant. Vous avez dit c'est un titre, c'est un journal, et ce que les gens attendent d'un journal. Le Figaro est devenu une marque globale. Et le Figaro, c'est un journal, c'est des magazines, c'est Figaro.fr, c'est une télévision. Et il y a peut-être 20 ans, le Figaro n'aurait pas organisé un événement comme celui-ci, qui est un média formidable. Il y a une façon différente d'exprimer les choses et le Figaro le comprend bien. Et le Figaro reste pertinent parce qu'il a compris cette évolution du domaine des médias. Comme on dit, effectivement, les maisons de luxe sont devenues leurs propres médias. Il y a une globale désintermédiation des médias, mais une transformation aussi. Et le Figaro a un rôle très important
Parce que dans l'événementiel comme celui-ci ou dans d'autres façons de s'exprimer, eh bien, il y a une partie importante sur l'opinion, le point de vue, l'influence, mais l'influence réelle, l'influence profonde, pas l'influence superficielle, que le Figaro sait très bien. Donc le Figaro se réinvente dans un domaine des médias qui a complètement changé et dans lequel il se retrouve très bien avec un monde du luxe qui est devenu son propre média. Donc avant, c'était effectivement un lieu physique, donc on mettait des pubs. Après, c'est devenu un lieu où les éditeurs en chef avaient leur opinion. Et maintenant, c'est une marque globale qui est une plateforme commune, y compris pour le luxe. Donc on est ensemble dans le même bateau. Qu'en pensez-vous du côté média? Pensez-vous? Je suis d'accord. La capacité d'une maison comme le Figaro de fêter ses 200 ans, c'est cette capacité à se renouveler. C'est ce qui est important. Mais je crois que c'est cette photographie aussi, cette capacité à dire qui on est, nous les Français, en fait. Je trouve que c'est réconfortant de lire le Figaro. Moi, quand je me souviens, adolescente, c'était la course. Chaque week-end, je me partageais, je me disputais le Figaro avec mes parents ou avec les gens autour de moi. C'est moi qui vais prendre le Figaro, madame. Et je trouve que longtemps, ça a été le cas. On se le partage, on se le passe. Et c'est quelque chose... voilà, c'est qui on est, en fait. C'est le reflet de ce qu'on est, du monde aussi, parce que c'est aussi... une vision plus globale, mais c'est la culture en fait. Je ne sais pas comment exprimer cette joie d'une parution, d'aller découvrir des choses. Moi, je suis quelqu'un qui aime lire en fait. J'aime la presse papier encore beaucoup parce que je trouve qu'il y a une autorisation à la rêverie qu'il n'y a pas dans le regard de l'image, qui est aussi très important et captivant. Mais c'est ce qui imprime. En fait, quand on lit, on imprime beaucoup plus les choses. C'est vrai que l'offre papier du Figaro sous toutes ses formes, quotidiennes et magazines, reste très, très singulièrement abondante. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences et vos expertises. Merci à vous de nous avoir suivis avec autant d'attention. Merci beaucoup. Et je vous invite maintenant à découvrir toutes les richesses, toutes les surprises que nous avons préparées pour vous au Grand Palais aujourd'hui. Bon anniversaire, le Figaro! Merci à tous.